Salut à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous faire une review et une analyse du chapitre 132 de Shingeki no Kyojin. Il s'agit d'un long travail de recherche, et l'objectif est de partager avec vous ce que nous avons ressorti de ceci. Nous pointerons ainsi du doigt certains détails curieux et nous apporterons des pistes de réflexion. Il s'agit d'un chapitre riche émotionnellement et étonnant. Comme à son habitude, Isayama aime jouer avec ses lecteurs. Il aime utiliser des doubles sens, brouiller les pistes et rester vague. Donc il est important d'avoir un avis critique, mais également de rester ouvert d'esprit et de ne pas vous fermer à différentes possibilités. On retrouve en début de chapitre Annie, toujours aussi solitaire, affichant un regard vide et sans espoir. Consternée et affligée par l'idée que son père soit mort, elle décide de rester sur le bateau avec Gabi et Falco, qui ont été enfermés dans une cellule. Elle ne souhaite donc pas participer à l'opération visant à arrêter Eren, car elle est tout simplement consciente que s'ils arrivent à arrêter le grand terrassement, leur peuple sera encore plus haï qu'auparavant, voire exterminé. Elle désire vivre ces derniers moments en paix. Cependant, lorsque son regard se pose sur Armin, ses yeux s'illuminent et son expression reprend vie. Il devient évident que Annie perçoit cette paix à ses côtés car elle éprouve pour lui des sentiments. Armin constitue une nouvelle source de motivation pour elle, et il se pourrait donc qu'elle change d'avis et finisse par aider l'Alliance dans les prochains chapitres. En tout cas, il nous paraît improbable que Annie, Gabi et Falco ne jouent aucun rôle dans la suite du récit. Non seulement Annie possède un titan primordial, mais en plus si elle est restée autant de temps absente dans la trame, il y a sûrement une raison. Sinon il n'y avait aucune utilité à la replacer dans l'histoire. De plus, son passé est très mystérieux, et nous n'avons toujours pas eu de backstory la concernant. Dans le guide de l'attaque des titans, Isayama lui donne une note de 10 sur 10 dans la case secret. Quant à Gabi et Falco, bien que ça ne soit que des enfants, Gabi est l'une des meilleures guerrières de Mar grâce à son entraînement militaire, et Falco possède le titan mâchoire. Si ce dernier a arrêté d'un tel titan, nous pensons que c'est parce que cela servira à un moment ou à un autre dans le récit. On assiste à un flashback dans lequel Yelena explique à Eren l'un des aspects de la stratégie secrète de Sig. Cette tactique consistait à libérer une partie des colossaux des murs de Shiganshina sur le port d'Asifra. Il s'agit en réalité du port qu'a attaqué Eren dans le chapitre 130. Un laboratoire aéronautique du nom de Salta est également pointé du doigt par Yelena, car elle pourrait poser des problèmes aux titans colossaux d'Eren. Au chapitre 93, Magat expliquait déjà que les progrès de l'aéronautique étaient tels qu'il serait possible de faire pleuvoir des bombes de plusieurs centaines de kilos sur les titans. C'est d'ailleurs juste après ce passage que le maréchal introduit l'idée de l'existence d'un titan volant. Cela s'aligne également avec les idées d'Armin dans ce chapitre qui envisage que les bombes qui étaient présentes sur l'hydravion pourraient être utiles. Si Ymar possède réellement un tel atout dans sa manche, c'est-à-dire une arme capable de menacer Eren, nous vous laissons deviner de quel type de bombe il pourrait s'agir. Avant de continuer notre analyse, nous avons besoin de vous préciser pour ceux qui ne le savaient pas encore que la carte de l'attaque des titans correspond a priori à la carte de notre monde à l'envers et retournée. Nous n'allons pas détailler cet aspect ici car cela fera l'objet d'une autre vidéo pour une autre théorie. Ici nous allons nous intéresser à la signification du port de Asifra et de la forteresse de Salta. Il s'agit des deux noms donnés dans la traduction anglaise officielle et que nous estimons comme étant la plus proche de la version japonaise. En ce qui concerne l'analyse des deux noms, Asifra est l'anagramme de Africa. Africa étymologiquement désigne la partie nord de l'Afrique et non l'ensemble de l'Afrique comme nous la connaissons nous aujourd'hui, car le sud à majorité noire était appelé Éthiopie. Cela a du sens car le port de Asifra dans le manga est situé au nord de la carte. Quant au mot Salta, il s'agit de l'anagramme de Atlas. Atlas trouve ses racines dans la mythologie grecque. Il s'agit en fait du titan qui à la suite de sa défaite contre Zeus est condamné à porter la voûte céleste pour l'éternité sur ses épaules. De plus, par analogie, le nom Atlas a été donné à la première vertèbre cervicale qui soutient la tête. Les différents rapprochements avec l'attaque des titans interpellent. La première vertèbre cervicale qui se trouve au niveau du cou correspond exactement au point faible des titans. De plus, l'alliance se dirigeant vers un laboratoire aéronautique, le lien avec Atlas portant le ciel s'établit facilement. En interprétant ces différents symboles, on peut dire que la forteresse de Salta représente un point faible pour les titans, une menace venant du ciel. C'est dans cette zone que le sort de l'humanité va se jouer. Le poids du monde entier repose sur cet endroit, tout comme le poids du monde céleste reposait sur Atlas. Il est également important de mentionner que dans notre monde, Atlas est un massif montagneux du Maghreb, se situant exactement à l'endroit que Yelena pointe du doigt si l'on repositionne la carte dans notre monde. Cela fait maintenant plusieurs chapitres que Mikasa ne porte pas l'écharpe d'Eren. Elle espère pouvoir l'arrêter et le ramener à la raison. Mais étant donné la détermination d'Eren, cela semble difficilement réalisable. Yelena, souffrante et déçue de la tournure que prend la situation, confronte Hanchi quant au plan d'éradication de Shigi. Aucune réponse directe n'est apportée à la question de Yelena. Hanchi admet juste son impuissance car aucune solution, espoir ou perspective d'avenir n'a été apportée de sa part pour Eren. Se référant au chapitre 107 où ce dernier lui demande s'il existe une meilleure solution, mais Hanchi n'avait pas su quoi lui répondre, insinuant donc qu'aucune solution viable n'avait été trouvée à ce jour.
L'Alliance s'apprêtant à se scinder en deux, nous assistons ensuite à une scène d'adieu touchante où Reiner, toujours accablé par ses erreurs du passé, s'excuse auprès d'Annie. Cette dernière lui donne alors une accolade pour accepter son pardon. Annie finit également par dire au revoir au reste de l'Alliance. Cette case précise est émouvante, mais également très intéressante. Il pourrait en effet s'agir d'un possible foreshadowing dans lequel Hansi, Connie et Jean, levant la main pour dire adieu, sont en fait les prochaines personnes à mourir et que Annie ne reverra pas. En tout cas, cela ne nous étonnerait pas car ça ressemble clairement au style de choses que ferait Isayama. Toujours est-il que nous n'insinuons pas que les autres personnages comme Levi ou Armin ne vont pas mourir. Au contraire, nous pensons clairement que Levi a de fortes chances de mourir au vu de son état. Nous envisageons juste la possibilité que les personnages levant la main dans cette case ne reverront pas Annie car ils mourront très prochainement avant que cela soit possible. Floch est sûrement l'un des personnages les plus détestés du manga, mais il faut admettre que son développement est incroyable et que c'est un personnage très bien écrit. Totalement anonyme lors de sa première apparition, il est devenu au fur et à mesure des chapitres un personnage majeur du manga. Dépeint comme un trouillard arrogant, il s'est transformé peu à peu en meneur d'hommes, autoritaire et captivant, capable de sacrifier sa vie pour sa patrie. Ce développement est principalement dû à la mort de Erwin Smith, qu'il considérait comme un modèle. Bien qu'il ne partage pas nécessairement les mêmes valeurs et idéaux que Erwin, il essayait d'agir de la même façon que lui en allant toujours de l'avant et en dirigeant ses équipiers. Dans l'esprit de Floch, Erwin a été substitué par Eren dans le sens où ce dernier représente selon Floch la figure démoniaque capable de sauver l'île du paradis. Eren dans cet arc de l'histoire représente parfaitement l'image que Eldia, Mar et le reste du monde se faisaient d'Ymir. Un dieu et un démon apportant pour un côté l'espoir et de l'autre le désespoir. Tout est donc bel et bien une question de perspective. Floch, qui craignait de n'être qu'un soldat ordinaire et d'avoir une mort n'ayant pas de sens, se sacrifie en réussissant à nuire et à freiner les progressions de l'Alliance. Cependant, il est encore bien trop tôt pour savoir si la mort de Floch aurait été vaine ou s'il s'agit d'un héros de l'ombre pour les pro-Jaeger. En effet, nous ne sommes pas encore certains de ce que l'action de Floch provoquera sur le dénouement de l'histoire. Alors que Onion Capone et les Azumabito doivent souder les trous de l'hydravion, au même moment le grand terrassement se rapproche. Hansi, comprenant que son heure est venue, prend la décision de se sacrifier pour faire gagner du temps et nomme Armin 15e commandant du bataillon d'exploration. Selon Hansi, Armin possède une qualité que les autres n'ont pas, la volonté de comprendre. Par cette décision, Hansi approuve et donne du sens au choix que Levi a fait en sauvant Armin au détriment de Erwin. Dans ce passage du chapitre, nous avons éprouvé des émotions ambiguës. Bien que le sacrifice de Hansi fût justifié et nécessaire pour faire gagner du temps et des secondes vitales à l'Alliance, cela nous a semblé forcé et peu naturel. Cependant, comment ne pouvons-nous pas être émus lorsque Hansi annonce indirectement à Levi vouloir se sacrifier et que ce dernier lui dit de mettre le poing sur le cœur, laissant résonner dans nos têtes le fameux Shinzo Sasageyo. Nous tenions également à préciser que la mort de Hansi nous laisse dubitatifs, car nous n'avons pas pu constater nettement son corps. Allongé, face au ciel, il n'y a pas de trace de sang au sol dans son dos. La trace après le passage des titans colossaux est relativement différente de ce que l'on a pu voir avec Halil et Ramsey. Il y a une trace de sang près d'elle lorsque Moblit l'aide à se relever, mais elle n'est pas située directement là où Hansi est allongé. De plus, cette case du chapitre 130 représente un souvenir d'Eren où on peut voir Hansi, sans lunettes, pleurer. Mais cela n'a toujours pas été présenté dans le manga. Il est donc probable qu'on revienne sur Hansi dans les prochains chapitres. Un autre détail mineur est à la remarque de Hansi qui demande à Pieck s'il est possible de monter sur le dos du titan charrette afin de ressentir sa température. Cela est passé comme un ressort comique propre au personnage de Hansi que l'on connaît pour son obsession pour les titans. Cependant, nous pensons qu'il est possible que cette demande de Hansi ait un double sens. Hansi est avec Sig, selon Isayama, le personnage le plus intelligent de l'attaque des titans. Hansi obtient une note de 11 sur 10. C'est une chercheuse ayant démystifié plusieurs zones d'ombre concernant les titans. Il est donc possible que Hansi se soit rendu compte de quelque chose d'important à ce moment-là. En tout cas, on ressent réellement que la mort de Hansi est différente de celle qu'on a pu voir auparavant, notamment de par sa dimension optimiste et positive. On peut aussi remarquer que la mise en scène de la mort de Floch est diamétralement opposée de celle du 14e major du bataillon d'exploration. C'est en baignant dans son propre sang à l'intérieur d'un hangar que Floch quitte ce monde. Il décède de façon expéditive et insignifiante sans avoir connu le destin mémorable tant espéré, laissant pour seul héritage aux soldats de l'Alliance un dernier avertissement. En parallèle, Hansi se retire avec le sourire, de façon glorieuse, tel un personnage héroïque en ralentissant l'avancée des titans. Isayama lui offre une mort noble et enthousiaste. Hansi, après sa mort, se réveille comme sorti des rêves et découvre avec un air surpris et apaisé ses anciens compagnons du bataillon d'exploration. Erwin, Mike, Petra, Kate, Sasha, Nanaba, Jelgar, autant de visages que l'on reconnaît et qui apportent un ton de nostalgie à la scène. La présence de Kei Chadis est intéressante, car Hansi n'est pas censé savoir qu'il est mort. Il ne s'agit donc pas là d'une illusion de Hansi avant de mourir. Erwin, quant à lui, n'a toujours pas son bras, tout comme Hansi qui n'a pas récupéré son œil. Nous espérons que cette scène était bel et bien symbolique, et que Isayama ne cherchait pas à introduire l'idée d'un monde spirituel où il y a une vie après la mort. Isayama ayant souvent évoqué dans son histoire l'idée du paradis et l'existence de Dieu. Cela reste donc une possibilité que nous n'aimerons pas que le manga emprunte. Il s'agit juste d'une scène symbolique forte qui donne tout son sens au titre du chapitre.
les ailes de la liberté, en le personnifiant à travers le bataillon d'exploration. Isayama nous communique ainsi de façon imagée que les morts continuent de veiller sur le combat de leurs frères d'armes. Cette sensation qu'avaient Erwin, Levi et Anti de ressentir le regard de leurs camarades était donc bel et bien réelle. Levi, qui est maintenant le dernier survivant de l'ancienne génération, n'a pas besoin de s'inquiéter. Anti et les autres continueront de les observer depuis là où ils sont. Les ailes de la liberté, ce n'est plus seulement le bâton d'exploration. On s'en rend compte avec Pique qui porte l'uniforme comme pour symboliser qu'elle partage les mêmes valeurs. On comprend alors qu'au sein de l'Alliance, aussi bien les guerriers marres que les soldats de l'île du paradis, tous non seulement se battent pour sauver leur peau et le reste de l'humanité, mais aussi car ensemble ils veulent donner un sens aux morts de leurs compagnons. Le discours qu'a prononcé Erwin avant de mourir fait donc écho. 死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。Ce chapitre se termine ainsi de façon poétique avec Erwin, Anti et le reste du bataillon d'exploration regardant s'envoler l'hydravion qui n'est autre que la matérialisation de leur combat, de leur espoir et des ailes de la liberté. Voilà les frères, c'était tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous, c'est super important. Nous vous invitons également à acheter le chapitre en format numérique, si ce n'est déjà fait, ou alors d'acheter les tomes reliés disponibles en France afin de soutenir l'auteur dans son travail. Si l'envie vous prend de discuter, théoriser et d'analyser les futurs chapitres avec nous, nous vous invitons à cliquer sur la description et de nous rejoindre sur notre Discord. Sur ce les gars, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Sayonara.